Donc moi je vais continuer avec les crises, mais en les regardant sous un autre aspect. Il suffit d'avoir des listeria, de détecter des listeria dans un produit pour être déjà en situation de crise. Quand on trouve des listeria dans un produit, évidemment ça déclenche des visites des services officiels et puis des actions de rappel qui peuvent être parfois très très massives. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'est produit ici à la fin de l'année dernière. Dans cette entreprise, on a rappelé tous les lots de toutes les DLC de tous les produits. Évidemment, quand vous dites à vos clients qu'il faut rappeler toute votre production, le niveau de confiance que vos clients ont en vous baisse drastiquement. Et parfois, vous perdez une grande partie de vos clients. Ces dernières années, on a vu, là je vous montre simplement ce qui se passe en termes de rappel pour les produits de charcuterie. Moi, je tiens un jour une base de données où j'enregistre systématiquement tout ce qui se passe en termes de rappel. Et on voit quand même, la tendance est assez nette. Chaque année, on voit de plus en plus de rappels de produits de charcuterie. Et à chaque fois, donc, ce sont des crises, certainement pas forcément des crises sanitaires, mais des crises à gérer pour les entreprises. Et quand on regarde la répartition, les causes qui sont à l'origine de ces rappels, elles sont diverses et variées, il y en a beaucoup, mais si on cherche à regarder leur importance relative, et on voit que l'Listeria mono, ça représente 50% des rappels. Ça, c'est pour l'ensemble des produits de charcuterie, vous voyez, sur la période 2000-2019. Si on regarde seulement l'année dernière, l'Listeria, c'était 65% des rappels pour les produits de charcuterie. Et si on regarde par type de produit, si on parle simplement des produits ready to eat cuits, donc les produits réfrigérés, dont on parle aujourd'hui, l'Listeria, ça représente 70% des rappels, donc c'est de très loin la première cause de rappel. Si on regarde les produits secs, on voit qu'ils sont nettement moins concernés par l'Listeria, mais il y a quand même encore un quart des rappels de produits secs qui ont pour l'origine la présence de l'Listeria, même si ça arrive loin derrière les salmonelles. Alors quand on regarde les enquêtes récentes qui ont été publiées, ça c'est une enquête qui est sortie, que les Suisses ont sortie en début d'année sur les salades, les produits prêts à consommer. Dans cette enquête, ils sortent 3% des produits contaminés en Listeria. Et si on regarde globalement les données de l'EFSA que je vous ai déjà montré tout à l'heure, pour les produits prêts à consommer à base de poisson, 6%, ça c'est évidemment des données européennes, des moyennes globales. Les produits de viande, 1,8%. Les salades, 4,2%. Vous voyez qu'on a, pour certains produits, des niveaux de contamination qui sont quand même relativement élevés si on prend la situation globale européenne. Donc il y a certainement des disparités importantes entre les pays et entre les produits. Ce 1,8% par exemple pour les viandes, moi je le compare aux résultats qu'on a aujourd'hui dans le secteur rillettes en France. Ce que je vous montre là, c'est le niveau de contamination des rillettes en Listeria mono et en Listeria SPP avant départ, usine, entre 2009 et 2016. En 2016, le niveau de contamination résiduelle des rillettes était de 0,014%. D'accord ? Et quand on compare ça avec le 1,8% européen, on dit qu'il y a quand même un décalage énorme. Alors, c'est pas parce que les fabricants de rillettes recherchent mal les Listeria. Je dirais c'est même le contraire. Ce chiffre de 0,014%, il est établi sur une base de données de plus de 25 000 analyses sur les produits. D'accord ? Donc c'est un taux quand même très très fiable. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on a atteint aujourd'hui ce niveau extrêmement rassurant, extrêmement faible en termes de contamination ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a eu une crise sur les rillettes, crise Listeria en 1993, qui a beaucoup marqué les fabricants de rillettes, une deuxième en 2000 qui les a traumatisés, et que suite à cette crise de 2000, ils ont mis en place toute une série d'actions dont on va vous parler tout à l'heure, et en particulier, ils se sont organisés pour mutualiser des données et travailler dans un contexte qu'on appelle la charte sécurité rillettes. Aujourd'hui, cette charte, j'ai essayé de regarder finalement les rappels, est-ce qu'ils étaient plutôt produits par des produits sous charte ou des produits hors charte. Aujourd'hui, on a deux chartes qui sont opérationnelles. Il y a la charte rillettes et la charte saucisson sec. On est en train d'en mettre en œuvre une troisième pour les produits gelés qui démarre cette année. Eh bien, on voit que pour les rillettes,
93% des rappels sont liés à des produits qui ne sont pas dans cette démarche de charte sécurité rillettes. Vous pouvez me dire, oui, mais ça peut représenter peut-être beaucoup de produits. Eh bien non. Aujourd'hui, il y a 80% de la production nationale de rillettes qui est sous charte. Et ce ne sont que les 20% restants, donc qui ne sont pas sous charte, qui provoquent 93% des rappels. Et c'est un petit peu moins pour les saucissons secs. Vous voyez, on a 60% de la production française qui est sous charte, et ce sont les 40% restants qui provoquent 97% des rappels. Et je pense que ces données-là montrent bien l'intérêt de ces chartes pour non seulement éviter les crises sanitaires, mais aussi éviter les crises médiatiques et les rappels.